vous êtes pédiatre en ville. Madame M, 25 ans, vient vous voir avec sa petite fille de 8 ans qui se plaint de douleurs au niveau de l'abdomen. À l'examen clinique, l'abdomen est douloureux et vous remarquez de nombreux bleus sur le corps ainsi qu'une ecchymose sur le visage. Vous suspectez une maltraitance. Question 1. Je vous demandais quels autres signes en faveur de ce diagnostic recherchez-vous à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Donc ça, c'est une question à savoir parce que donc sur un dossier de maltraitance qui peut tomber du coup en santé publique, donc version, médecine du travail aussi, version un peu médico-légale, ou en pédiatrie aussi, d'accord? Donc là, ce que vous allez rechercher, c'est d'autres ecchymoses suspectes, tout d'abord. Là, vous avez vu des bleus sur le ventre, sur le visage. Il faut que vous cherchiez aussi des traces de brûlure, des traces de coups de fouet, des traces de griffures, d'autres marques bizarres sur le corps de cet enfant que vous examinez. Il faut également que vous vous intéressiez à l'ancienneté des lésions. Ça, c'est un bon critère. En cas de maltraitance, la maltraitance va souvent être répétée dans le temps, ce qui fait que l'enfant va être porteur de lésions d'âge différents, des lésions récentes, des lésions plus anciennes. En pratique, quand on aura des bleus, on aura des bleus bleus, des bleus noirs, des bleus déjà jaunes, des bleus qui vont plus ou moins disparu. D'accord ? Quand c'est un enfant qui tombe ou qui se fait mal ou ça, il a un seul âge des lésions, toutes les lésions sont au même stade. Là, l'ancienneté des lésions suggère des chocs et donc potentiellement des coups répétés. D'accord ? Donc, va plutôt en faveur du diagnostic de maltraitance. Il faut également que vous regardiez le carnet de santé de l'enfant, que vous regardiez sa croissance staturo-pondérale sur la courbe de croissance. C'est fréquent que les enfants maltraités aient un retard de croissance. Il faut également que vous regardiez si l'enfant a déjà été hospitalisé. On peut avoir, chez les enfants maltraités, des hospitalisations un peu à droite, à gauche, au fil en fait des maltraitances, sans motif vraiment précisé. Il faut par ailleurs examiner les organes génitaux de l'enfant, parce qu'en cas de maltraitance, on peut fréquemment avoir des lésions, une maltraitance également sexuelle et des abus sexuels qui vont s'associer à la maltraitance physique par des coups sur le corps. D'accord ? Et donc, dernier point, c'est important de faire un examen psychologique de l'enfant. Il faut que vous regardiez si l'enfant, par exemple, a peur quand vous vous approchez de lui, quand un adulte lui parle, quand vous faites des mouvements brusques, est-ce que l'enfant a un mouvement de retrait, par exemple ? Bon, ça, c'est l'essentiel de ce que j'attendais à l'essentiel des réponses que j'attendais à cette question. Ce qu'il faut bien que vous recherchiez aussi quand vous avez un enfant qui a des bleus sur le corps, tout bêtement, c'est un problème au niveau des facteurs de la coagulation. Vérifiez que l'enfant que vous avez devant vous ne souffre pas, par exemple, d'hémophilie, d'accord ? Parce que les hémophiles peuvent, par exemple, tomber fréquemment et se faire des bleus qui ne vont pas être dus à la maltraitance, mais à un problème de coagulation. Donc, petite remarque qu'il ne faut pas oublier, c'est strictement interdit d'examiner un enfant sans l'accord de ses parents. C'est un problème médico-légal à ce niveau-là, d'accord ? Il faut que les parents soient là et soient d'accord pour que vous l'examiniez. Ce qui peut être difficile en cas de suspicion de maltraitance. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas mettre les parents dans une salle d'à côté et sous un prétexte fallacieux emmener l'enfant pour l'examiner, d'accord ? Ils peuvent porter plainte contre vous. Donc, question 2. Dans le cas présent, quelle est votre prise en charge ? Donc là, ce qu'il faut vraiment bien faire et qui vaut 0 si vous ne le faites pas, c'est une hospitalisation en urgence, d'accord ? Vous avez une enfant de 8 ans qui a un abdomen douloureux, des ecchymoses, des bleus partout sur le corps, une ecchymose sur le visage, vous ne la renvoyez pas chez elle, d'accord ? Vous suspectez une maltraitance, donc vous l'hospitalisez en urgence après autorisation parentale. Donc si les parents refusent, ce qui peut être possible en cas de maltraitance, vous pouvez tout à fait, et c'est la question suivante, en fait, faire appel au procureur de la République qui va à ce moment-là délivrer potentiellement une ordonnance de placement provisoire, donc qui va en quelque sorte se substituer à l'autorité parentale afin que l'enfant puisse être hospitalisé malgré en fait le refus de ses parents. Donc l'hospitalisation dans ce cas-là a pour but de surveiller, en fait, d'évaluer l'évolution physique et psychologique de l'enfant au cours du temps. Donc là, en pratique, ce qu'il faut faire, c'est en plus de la surveillance,
rechercher un traumatisme au niveau de l'abdomen chez l'enfant, voir s'il n'y a pas un saignement interne, une lésion par exemple des organes internes, la rate, le foie. D'accord ? Donc on me demande pourquoi est-ce qu'on hospitalise un enfant sur une simple suspicion de maltraitance. Donc là, si vous avez une simple suspicion de maltraitance sans trace sur le corps, effectivement, ça peut être difficile d'hospitaliser l'enfant de prime abord. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de reprogrammer des rendez-vous réguliers avec l'enfant pour surveiller ça. Là, dans le cas présent dans ce dossier, ce n'est pas le cas. Vous avez, pour cette suspicion de maltraitance, des preuves, entre guillemets, enfin, des indices, en tout cas cliniques, suffisamment forts, les nombres bleus, les échymoses sur le visage, pour vous permettre d'hospitaliser l'enfant immédiatement. D'accord ? De toute façon, quand vous hospitalisez un enfant pour maltraitance, vous n'avez jamais, sur le moment, la preuve de la maltraitance. D'accord ? C'est extrêmement rare qu'aux urgences, vous voyez des parents taper sur leurs enfants de manière grave. D'accord ? C'est plutôt des indices et vous trouvez la maltraitance a posteriori. Mais là, c'est des indices forts, hein, toutes les plaies, qui nous permettent d'envisager l'hospitalisation immédiate, soit après accord des parents, soit après décision du procureur de la République. Donc ça, c'était la question 3. Du coup, j'ai répondu aux 2 questions. C'est indispensable de prévenir le procureur de la République si les parents refusent, parce que là, dans ce cas-là, c'est quelque part une urgence vitale, d'accord ? C'est un enfant qui a un traumatisme abdominal qui potentiellement saigne dans le ventre, potentiellement va à nouveau se faire battre par ses parents si elle rentre chez elle. Donc voilà, c'est votre devoir de médecin de l'hospitaliser immédiatement. Donc question 4, Madame M, donc la maman, est furieuse. Elle vous menace de vous poursuivre devant la justice. Bon, assez classique, hein ? Dans quel domaine un médecin peut-il être poursuivi ? Donc là, c'est une question sur les responsabilités auxquelles un médecin peut être confronté. Donc vous avez 4 types de responsabilités. L'administrative, pénale, civile et l'ordinale. Donc la responsabilité pénale, c'est la responsabilité individuelle en fait, du médecin qui va être basée sur le code pénal en cas d'infraction. Donc là, c'est les peines encourues, ça va être de la prison, des peines d'emprisonnement, et des amendes. D'accord ? C'est en quelque sorte le dommage que le médecin a fait courir à la société, en fait, quand il y a eu un délit, une infraction ou un crime. D'accord ? Donc ça, c'est la responsabilité pénale qui va donc s'exercer sur le médecin. Il faut savoir que toutes les infractions médicales sont des délits, sauf 2 qui vont être des crimes. C'est lesquels ? C'est le viol et l'euthanasie. Donc, qui dit crime, dit aussi cour d'assises. D'accord ? Donc, le médecin, bien sûr, ou la famille, s'ils ne sont pas d'accord, peut se pourvoir en cour d'appel, puis en cour de cassation. Donc, voilà pour la responsabilité pénale. Ensuite, 2 autres responsabilités, c'est la civile et l'administrative, qui ne peuvent pas se cumuler, en fait. On peut être poursuivi au pénal et au civil, ou au pénal et à l'administratif, mais on ne peut pas être poursuivi à la fois au civil et à l'administratif, parce que les médecins concernés ne sont pas tout à fait les mêmes. Au civil, c'est des médecins libéraux ou considérés comme libéraux, par exemple travaillant dans des cliniques. Au contraire, à l'administratif, ça va être les médecins salariés, par exemple en CHU, d'accord ? Les médecins qui vont dépendre d'un hôpital. Donc, dans le cas de la responsabilité civile, il incombe au patient du coup de faire la preuve qu'il y a eu une faute, un préjudice et surtout en fait qu'il y a un lien entre les deux, un lien entre la faute et le préjudice. Donc là, l'enjeu en fait de cette procédure civile, ça va être des dommages et intérêts versés par l'assureur du médecin au patient. En sachant qu'en cas de procédure civile comme ça, dans tous les cas, il est possible de trouver un accord à l'amiable à tout moment en fait, de la procédure, d'accord, d'un côté comme de l'autre. Là, de même, on peut faire appel et se pourvoir en cassation ensuite si nécessaire. Bon. L'administrative, donc, qui ne peut pas être cumulée à la civile, c'est en cas de conflit en fait, entre un patient et l'administration en fait, globale de l'hôpital. Donc,
Les enjeux sont les mêmes que dans la responsabilité civile, hein, c'est le versement de dommages et intérêts aux patients, en sachant que là, en dernier recours, ça va être le Conseil d'État, qui n'est pas la Cour de cassation. D'accord ? Ça va vraiment être le Conseil d'État qui va trancher en dernier lieu si les deux parties ne sont pas d'accord entre elles. Dernier type de responsabilité, l'ordinale. Donc cette responsabilité qui est ordinale, elle est aussi, c'est quelque chose d'individuel. C'est le patient ou le médecin ou le directeur de l'hôpital, enfin la personne requérante qui va saisir en fait directement le conseil départemental de l'ordre. Donc c'est une procédure en quelque sorte interne qui se fait par les pairs des médecins sur le médecin lui-même. Et donc là, les sanctions vont être assez diversifiées, de pas de sanction à un avertissement, un blâme, une suspension provisoire d'exercice ou une radiation totale. Donc ça veut dire plus le droit d'exercer plus le droit d'exercer du tout, en fonction de la gravité des faits qui ont eu lieu. Donc, dans ce dossier maltraitance, responsabilité, retenez que devant toute suspicion de maltraitance avec des symptômes cliniques qui sont avérés, et là, qui plus est, une suspicion vraiment de risque vital en jeu avec les douleurs abdominales, il faut hospitaliser, avec accord des parents si possible, via une OPP et le procureur de la République si les parents refusent. D'accord ? Donc ça, il faut bien le savoir. En cas de conflit avec un patient ou la famille d'un patient mineur ou majeur incapable, 4 types de responsabilités. La pénale, qu'on peut saisir dans tous les cas, la civile ou l'administrative, l'un ou l'autre, civile pour les médecins libéraux, administrative quand c'était dans un hôpital, et l'ordinal, donc au sein de l'ordre en fait, national des médecins. Donc ça, retenez bien ces 4 types de responsabilités. C'est important pour vous, pour votre pratique. Vous en avez peut-être besoin. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les procès, les attaques se multiplient. Et en plus, à l'internat, c'est vraiment une question qui peut tomber. Alors, un étudiant m'a demandé, là, dans le cas présent, si on hospitalise l'enfant, comme je l'ai dit, et qu'on découvre finalement qu'il n'y avait pas de maltraitance, est-ce que la mère peut porter plainte? Et dans ce cas-là, pour quel type de responsabilité? Donc là, la réponse, c'est un peu la même que la question 4 déjà. Effectivement, la mère peut porter plainte si on a hospitalisé alors qu'il n'y avait pas de maltraitance. Elle peut aussi d'ailleurs porter plainte si on a hospitalisé et qu'il y avait maltraitance. On peut porter plainte pour ce qu'on veut. Après, l'aboutissement de la plainte sera certainement différente. Et elle peut porter plainte finalement dans presque toutes les responsabilités. Elle peut porter plainte au pénal si elle veut quelque chose, si elle veut vraiment une peine contre le médecin, une peine légale, une peine d'emprisonnement, ou une peine, une amende qui devra verser à l'État. Elle peut aussi porter plainte, là du coup plutôt en administratif, parce que ça se passait dans le cadre d'un CHU, globalement contre l'hôpital. Si ça avait été un pédiatre libéral, ça aurait été au civil. Et elle peut également saisir le Conseil de l'ordre si elle le souhaite. D'accord ? Donc voilà.